C'est difficile d'être bénévole, les éducateurs bénévoles aujourd'hui. Je sais. Parce que quelque part, les dérives, en tout cas le professionnalisme, touche aussi le rugby amateur. Et prendre du temps, prendre son argent pour être bénévole. Et bon, critiquer, c'est vrai que c'est... moi, j'ai été tenté aussi des fois de remettre des gens, des éducateurs à leur place. Mais en même temps, ils sont là, ils donnent de leur temps bénévolement. Et c'est aussi grâce à eux que le système fonctionne. Mais c'est vrai que bon, la formation de ces éducateurs est essentielle. Non, mais il ne s'agit pas de leur tomber dessus. Non, bien sûr. Je ne le fais pas. Mais par contre, quand on les forme, dans leur formation, il y aurait des messages à faire passer, à mon avis. Je peux peut-être répondre, aller dans ce sens. Je ne suis pas le seul ici, puisque bon, je suis ici au titre de Ligue de France des moins de 18, mais je suis conseiller technique du comité, et il y a un certain nombre de collègues qui sont dans la salle, qui sont présents. Donc je parlerai plutôt en tant que cadre technique et aussi en leur nom peut-être, et j'espère qu'ils s'exprimeront aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois que la formation, de toute façon, elle est donnée et elle est mise en place dans chaque comité, et elle touche de plus en plus, et on va dire qu'une très grande majorité maintenant des éducateurs qui sont licenciés ou qui interviennent avec, quelles que soient les catégories, passent par cette formation. Elle a évidemment un objectif d'accroître les compétences techniques, de technique, tout ce qui est en relation avec le jeu, mais elle se base aussi, et dans les contenus, on a une bonne partie qui est consacrée à l'état d'esprit, à l'éthique, aux valeurs que ce sport peut véhiculer, et surtout au rôle d'éducateur qui doit rester central, bien souvent au-delà de celui d'entraîneur, donc qui concerne uniquement la relation avec le jeu. Voilà. Après, maintenant, je crois que ça, c'est une facette, une partie, puisque lorsqu'on a les éducateurs, on les a dans des centres qui sont, où ils sont délocalisés, ils sortent de leur club. Donc là où on échange, on a pas mal d'échanges sur le point de vue technique, tout ce qui concerne la mise en œuvre, la conception, la mise en œuvre de situations et d'entraînement. Mais après, quand ils retournent dans leur club, c'est tout autre chose, puisque dans un club, je m'inscris quand même a priori dans une association, et toute association a quand même un objectif qui, à mon avis, doit aller bien au-delà de uniquement jouer au rugby, puisque quand on a des garçons d'école de rugby, souvent, et on le voit maintenant avec tout ce qui est mis en œuvre au niveau du ministère des Sports, il y a beaucoup d'objectifs qui viennent s'entrecroiser avec ceux du sport, d'insertion, de partage, de respect, d'éducation aux valeurs. Et je crois que ça doit être le projet par rapport à ce que vous dites, effectivement, c'est le projet de la fédération, puisque la formation est mise dans ce sens-là, mais ça doit être aussi, avant tout, le projet de chaque association, le projet de chaque club. Et André, il faisait allusion tout à l'heure, donc un rôle très très important de la part des dirigeants, de garantir cet esprit, de garantir cette éthique, de voir ce qui ne fonctionne pas, souvent peut-être d'un point de vue comportemental dans une école de rugby, sachant qu'en recoupant avec ce que dit Marc, la difficulté, c'est que quand on en parle ici, c'est assez facile, mais après, quand on fonctionne dans une association, il faut effectivement trouver des gens, faire avec ces gens, et puis il est aussi quelque part les inscrire dans une dynamique. Donc il y a certainement l'aspect formation technique, tactique, mais je crois que tout le monde doit y participer, et évidemment le club est au centre de cela. Oui, il y avait une question au fond, monsieur, peut-être. Pour le micro. Parce que je trouve que depuis quelques années, au niveau des écoles de rugby, la Champions League, les mauvaises relations entre éducateurs sont une partie infime de nos rencontres. Alors, c'est sûr que souvent, ça nous marque les points de détail, les moments difficiles, mais c'est sur une saison 10%. La saison, c'est 2-3 moments où on n'a pas été d'accord, où un éducateur est intervenu de façon autre que celle qu'on entend. Moi, qui suis depuis longtemps, je crois qu'il y a vraiment une évolution plus positive mais des déviances, on en a toujours. Oui, on va rester quand même sur cette note positive. Je crois que
tout ça pour dire que quand même le club, et on parlait tout à l'heure du club, j'y suis venu, bon, c'est pas le but du club contre la formation, mais la formation elle démarre là, effectivement, de l'éducateur, du comportement. On va revenir quand même à notre thème qui est la formation du joueur de haut niveau. Monsieur voulait poser une question. Est-ce qu'un joueur peut atteindre le haut niveau sans passer par les différentes filières? Est-ce qu'un gamin peut rêver d'atteindre le La réponse est oui. Ce qu'on dit, c'est une filière ouverte, c'est-à-dire, je ne sais plus si c'est Marc ou si c'est Louisou tout à l'heure qui disait qu'il y avait, je crois que c'est Louisou qui disait qu'il y avait des joueurs qui pouvaient éclore plus tard. Et ben, il y a des joueurs qui ne sont pas passés dans les structures de formation et qui jouent aujourd'hui en équipe de France. Ça, c'est tout à fait possible. Et puis, à tout étage, à tous les étages de la filière, vous avez une possibilité de rentrer ou de sortir. Donc, ça reste ouvert. Et ça, on veille à ce que, justement, cette formation elle reste ouverte et qu'elle puisse donner sa chance à tout joueur, à tout moment, à toute étape de sa carrière, quoi. Donc, c'est oui, même si 80 ou 90% des joueurs sortent quand même de cette filière de formation. Avec des postes particuliers qui favoriseraient cette éclosion sans être passé, je pense, poste seconde ligne, oui, seconde ligne, pilier, mais voilà. Il n'y a pas de généralité. Oui. Non, il n'y a pas de. J'ai vu un bras, M. Desclos. Quand on parle, là vous parlez de formation, vous parlez d'évolution. Moi j'aurais bien aimé qu'on prenne la première question tout à fait au début, c'est le profil du joueur. Parce que je crois que c'est vraiment lié, quoi. Hein. À partir du moment où les joueurs n'ont pas le profil du départ, je crois que ceux-là, ils auront des difficultés à progresser et rentrer dans le système. Mais c'est simplement... Voilà, merci de bien recentrer... Moi, j'aime pas trop le mot profil. Hein. J'ai l'impression que c'est un gros mot. C'est la question qui est pas... Ouais, je sais, ouais, j'ai vu ça. Je sais pas, enfin, pour moi, il est hors de question de formater un joueur. Et dans sa formation, comme quand il est fini, quelque part, comme joueur de haut niveau. Enfin, je crois que ce qui fait la richesse de notre sport, c'est justement qu'il y a des physiques différents, même s'il y a aujourd'hui, voilà, on peut dire qu'on n'a que des athlètes sur le terrain, ce qui n'a pas toujours été le cas, d'une certaine manière, mais ce qui fait la richesse de notre sport, c'est que c'est justement les différences de profil, justement, physique, mais aussi de personnalité, et c'est ce qui enrichit aussi, ce qui fait la force d'un collectif. Et donc il y a des joueurs qui arrivent avec même si la filière est la même, si je parlais que de la filière, des pôles espoirs, avec leurs sensibilités différentes, leur entourage aussi, qui est extrêmement important. Voilà, après, moi, en tant que sélectionneur, je juge l'idéal pour moi, un joueur performant, un profil performant, ça va être de la constance dans la performance, d'une certaine manière. Mais après, il s'exprime de manière complètement différente. Ce qui est marquant, je trouve, depuis quelques années, c'est que peut-être parce que tous ces jeunes sont passés par les pôles, équipe de France, moins de 18, moins de 19, moins de 20, France A éventuellement, je trouve que très vite, ils s'adaptent très vite à l'équipe de France, à la grande. Il y a souvent, enfin, peut-être que dans le passé, il y avait le stress, enfin, je ne sais pas, peut-être que Roland et Louisou me diront, peut-être le stress, souvent on se rater le premier match. On a l'impression qu'ils découvrent Marcoussis parce qu'ils ont vécu aussi sans problème. Et par contre, il y a souvent, je trouve, dans la plupart des cas, une phase de régression derrière, liée certainement à la qualité de l'entourage, au fait qu'on est une société aussi d'image, plus médiatisée aussi, et que beaucoup de joueurs régressent d'une certaine manière, même si je pense que ça arrive aussi dans le passé. Le regard des autres, le regard des médias, les sollicitations, ils ont des agents de publicité, des agents d'image, ils font des photos, et c'est vrai qu'ils se perdent un petit peu souvent. Alors qu'au départ, ils étaient plus préparés peut-être à arriver au haut niveau, et après il y a souvent cette phase de régression. Voilà, je n'ai pas tout à fait répondu à ta question sur le profil idéal. Je ne l'ai pas, moi. Je l'ai pas, et j'espère que, voilà, qu'on va pas complètement formater. Simplement la question que je me posais, est-ce que Roland Bertrand pourrait jouer actuellement à l'équipe de France si c'était au même niveau par rapport aux joueurs? Moi, je suis convaincu de ça encore. Hein. Je suis convaincu de ça. Je pense qu'à un moment,
Jean-Marc et Christophe me trompent. À un moment, c'est peut-être un peu trompé aussi, parce qu'on a, dans la détection, à 15 ans, 16 ans, on a peut-être pris que des gabarits, que des athlètes déjà, et je crois qu'il y a un moment, on a souffert parce qu'on ne formait plus de première ligne, parce qu'à 15 ans, le première ligne est souvent immature, le petit gros qui court pas vite, on ne le prenait plus, et on s'est aperçu qu'au sein des pôles, je crois qu'on n'avait plus de piliers, par exemple, et on y est revenu, donc il y a eu des changements et des réadaptations, quelque part, de politique de détection. Il y a un moment, il y a eu d'autres périodes peut-être où on prenait par contre que le joueur qui était rugby, comme je parlais tout à l'heure, et bon, on oubliait l'exigence athlétique du très haut niveau d'aujourd'hui. Donc il y a des compromis, je crois qu'on apprend, et après il y a toujours la possibilité pour un joueur de s'épanouir sans être passé par la filière, d'arriver d'un club de fédéral. Il y a encore des profils de joueurs qui sont arrivés comme ça, un petit peu qui se sont découverts ou qui ont démarré le rugby très tard, et je crois qu'il faut s'en féliciter et pas dire que c'est une faillite, d'une certaine manière, de la détection. Faire le lien avec ce que dit Marc, faire le lien par exemple peut-être avec comment on fonctionne avec les moins de 18, c'est-à-dire que je crois qu'on a la même problématique que n'importe quel entraîneur de club, à la différence qu'évidemment on va chercher sur un réservoir de joueurs qui est beaucoup plus important, mais à savoir c'est quand on entraîne les catégories moins de 15, moins de 16, moins de 17, moins de 18, et même, on va dire même au-delà, même moins de 19, moins de 20, c'est le compromis à trouver entre essayer de bâtir une équipe qui reste et qui soit performante, et puis quand même l'intérêt d'intégrer des joueurs dont on juge qu'ils ont des qualités pour peut-être pas immédiates, mais qui sont susceptibles de se révéler dans 2, 3, 4 ans. Et ça apparaît aussi à l'école de rugby, ça apparaît avec les moins de 16, où on constate que on a des joueurs qui ont des profils, des morphotypes, parce qu'on est quand même obligé d'en parler, parce que si on veut jouer quand même en seconde ligne sur du haut niveau, et si on mesure 1m70, ça va être compliqué. Par contre, on se retrouve souvent avec une orientation de ces joueurs vers ces postes-là, parce que ce sont les plus matures, parce que ce sont les plus performants, au détriment certainement de joueurs qui, eux, sont moins aboutis sur le moment, parce que des problèmes de coordination, parce que des problèmes de performance à court terme, et qui, eux, donc, jouent moins, donc forcément se forment moins vite. Voilà, donc ça c'est une partie, et puis à contrario, on peut avoir aussi l'inverse, qui est de se dire, en seconde ligne on ne prendra que des grands, en mêlée on ne prendra que des grands costauds qui vont très vite, et tomber dans des caricatures quelque part, et puis des formater un type de joueurs. Je crois qu'on fonctionne avec les moins de 18 au sein d'une commission au niveau jeune, dont un certain nombre de membres sont ici, et toute la richesse de ça, c'est de fonctionner sur un réseau très très étendu sur l'ensemble